Le 26 août 1958, la place Protet à Dakar retient son souffle. Un homme s'avance, droit, déterminé, face au général de Gaulle. Devant des milliers de regards, il prononce une phrase qui va marquer l'histoire. Nous disons indépendance, unité africaine et confédération. Cet homme, c'est Valdiodio Ndiaye. Prince par naissance, avocat par choix, ministre par devoir, prisonnier par conviction. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans sa vie, une histoire faite de courage, d'ambition, et de combat pour la liberté. Installez-vous confortablement, et bienvenue sur Légendes et Vérités. Dans la lumière poussiéreuse de Rufisque, un matin du 7 avril 1923, naît un enfant qui, sans le savoir encore, portera sur ses épaules l'honneur d'un double héritage royal et la promesse d'une lutte juste. Son nom, Valdiodio Ndiaye. Son sang, déjà, est une déclaration. Par sa mère, Linguère Adiaratou Siram Bodj, il est descendant direct des Serer Guelwaar du Sine Saloum, l'une des plus puissantes lignées royales de l'histoire sénégalaise. Par son père, Samba Langar Ndiaye, il est prince du royaume du Saloum, figure d'une noblesse enracinée dans les profondeurs de l'Afrique précoloniale. Valdiodio n'est donc pas simplement né dans le Sénégal colonial. Il est héritier d'une Afrique souveraine, fière, combattante. Très vite, la famille s'installe à Kaolack, une ville en pleine mutation, entre tradition et modernité. C'est là, dans cette ville cosmopolite et bouillonnante, que le jeune Valdiodio grandit. Il est vite remarqué pour son sérieux, sa discipline, et surtout pour sa soif insatiable de savoir. Il fréquente l'école primaire de Kaolack, où il brille dès les premières années. Ses maîtres voient en lui un élève hors du commun, déjà habité par une détermination calme mais inébranlable. Cette rigueur le mènera au prestigieux lycée Faidherbe de Saint-Louis, le plus grand établissement secondaire d'Afrique occidentale française à l'époque. Saint-Louis, c'est le cœur administratif et intellectuel de la colonie. Là-bas, Valdiodio croise les esprits les plus brillants de sa génération, des noms qui, plus tard, marqueront à jamais l'histoire du Sénégal, Cheikh Anta Diop, l'infatigable penseur de l'Afrique noire, ou encore Birago Diop, le poète médecin au verbe puissant. Ils font tous partie de cette jeunesse africaine surdouée, née dans le feu de la domination, mais destinée à porter la flamme de l'émancipation. Mais à cette époque, l'Afrique est encore profondément muselée. Pourtant, grâce à la loi des 4 communes, qui fait de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque des villes à statut particulier, Valdiodio est citoyen français dès sa naissance. Ce privilège administratif, qui ne gomme en rien les discriminations coloniales, lui permet néanmoins d'accéder à certains droits, comme poursuivre des études supérieures, en théorie du moins. Car la réalité est tout autre, malgré ses résultats scolaires brillants, l'administration coloniale ne lui accorde pas de sursis pour son service militaire. Il doit donc quitter précipitamment ses études secondaires pour rejoindre l'armée, et ne peut passer son baccalauréat qu'en candidat libre. Un défi de taille. Mais là encore, le jeune prince de Kaolack transforme l'épreuve en victoire, il sort major de sa promotion, prouvant que même les obstacles les plus injustes ne sauraient freiner une volonté forgée dans le devoir et l'intelligence. En 1947, une bourse lui est accordée. L'administration coloniale lui propose de devenir chirurgien-dentiste. Un métier pratique, technique, utile, mais loin de ses véritables aspirations. Car Valdiodio ne veut pas être un soignant. Il veut soigner une société entière, guérir l'Afrique de l'injustice et de la dépendance. Il décline l'orientation proposée, à contre-courant, choisit le droit et la philosophie. 2 disciplines au cœur du pouvoir, 2 armes redoutables face à l'ordre colonial. C'est ainsi qu'il rejoint l'université de Montpellier, en France. Là encore, il fait preuve d'un brillant parcours universitaire. Il s'immerge dans les grandes pensées politiques et juridiques, il explore les questions de citoyenneté, d'appartenance, d'égalité. Il s'interroge sur ce que signifie être africain dans une république qui se dit une et indivisible mais continue d'entretenir l'empire. En janvier 1951, il soutient sa thèse de doctorat en droit. Le sujet ? La notion de citoyenneté dans l'Union française. Un sujet profondément politique, qui interroge la légitimité des colonies dans une structure impériale qui prétend offrir l'égalité sans jamais vraiment l'accorder. La soutenance est un triomphe. Il obtient la mention « très bien » avec les éloges du jury.
c'est l'une des rares fois où l'on célèbre ouvertement un intellectuel africain dans un cadre aussi prestigieux. Les professeurs sont impressionnés. Certains l'encouragent même à se lancer dans le concours de l'agrégation, voie royale pour une carrière universitaire en France. Mais, malgré ses brillantes recommandations, on lui refuse la bourse nécessaire pour se présenter au concours. Une décision à peine voilée, qui dit tout du plafond de verre imposé aux colonisés, aussi brillant soit-il. Le message est clair, l'élite, c'est pour les Français. Les colonisés peuvent apprendre, mais pas dominer. Une fois encore, Valdiodio encaisse sans plier. Il sait que sa place n'est pas dans les salons parisiens ou les amphithéâtres des universités françaises. Sa place est au Sénégal, auprès des siens, dans le tumulte de la transformation qui s'annonce. C'est donc en homme instruit, lucide et digne qu'il rentre dans son pays natal, prêt à mettre son savoir au service du peuple et de la construction nationale. Peu de temps après son retour, il épouse Claire Honrosa, une étudiante qu'il a rencontrée à Montpellier. De leur union naîtront 4 enfants. Le couple symbolise cette synthèse entre ouverture sur le monde et enracinement dans une histoire africaine forte. Claire, bien que d'origine européenne, sera à ses côtés dans les épreuves, les combats, les moments de silence et les douleurs. À ce stade, Valdiodio Ndiaye n'est pas encore un homme politique. Il n'a pas encore affronté les fureurs de l'histoire. Mais tout en lui, sa naissance, son éducation, ses choix, ses sacrifices préparent un destin hors du commun. Il est désormais docteur en droit, enraciné dans une double culture, connaisseur des rouages de la République française et profondément africain par son héritage, son expérience et son engagement. Ce n'est plus un jeune homme, c'est un futur pilier de l'indépendance sénégalaise, encore inconnu, mais dont l'étoile commence déjà à briller dans l'ombre. Il s'installe à Kaolack dès 1951, sa ville d'accueil, et y ouvre un cabinet d'avocats. Là, il incarne la rigueur et la justice, défendant la cause des siens avec intelligence, éthique et sensibilité. Son cabinet devient rapidement un lieu de confiance où les plus humbles comme les plus avertis viennent chercher protection juridique. Ce retour au pays se matérialise aussi en actes politiques concrets. En 1952, il est élu conseiller territorial, une fonction importante dans les institutions autonomes de l'époque. Son sérieux, son travail et son engagement lui valent d'être réélu en 1957, confirmant sa popularité et sa crédibilité politique locale. Ces mandats ne sont pas symboliques, ils démontrent sa capacité à traduire en actes la vision d'un Sénégal souverain, juste, mais surtout porteur de progrès réels pour tous. Parallèlement à sa carrière juridique, Valdiodio s'investit dans le tissu politique sénégalais. Il prend des responsabilités au sein du Bloc démocratique sénégalais, BDS, puis à l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Il s'y veut pragmatique, efficace et respectueux des cadres démocratiques en émergence, tout en préparant une indépendance pleine, digne et tournée vers l'avenir. En 1957, la loi cadre des Fers ouvre une nouvelle phase politique, le Sénégal obtient une autonomie renforcée, avec un premier gouvernement sénégalais non indépendant. C'est dans ce contexte historique que Valdiodio Ndiaye devient ministre de l'Intérieur, un portefeuille ambitieux qu'il occupe avec tact, professionnalisme et détermination. En un seul trait, sans hésitation, il endosse des responsabilités multiples, lourdes, essentielles. De septembre 1958 à mai 1959, il est ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale, et assure également l'intérim de la présidence du Conseil. À ce titre, il incarne le cœur battant du gouvernement, mêlant sécurité, transformation éducative et leadership politique. Ce cumul de fonctions illustre sa force, l'homme d'État capable de gérer, avec intellect et sang-froid, les dossiers les plus urgents comme les plus stratégiques, tout en restant fidèle à sa vision de l'indépendance et de justice. L'un des moments les plus marquants de cette période est le 26 août 1958, sur la place Protet de Dakar, à la veille du référendum crucial du 28 septembre 1958. Face au général de Gaulle, homme puissant de la République française, Valdiodio Ndiaye prononce un discours devenu légendaire. Nous disons, indépendance, unité africaine et confédération. Ces mots, simples mais lourds de sens, résonnent comme un cri d'espoir pour des millions d'Africains. Il ne s'agit pas d'un simple mot d'ordre, il formule une stratégie politique audacieuse, celle d'un Sénégal souverain, ouvert, confédéré à ses frères africains. Il poursuit, avec une clarté désarmante. Il ne peut y avoir aucune hésitation,
la politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre, l'indépendance, l'unité africaine et la confédération. Et il avertit. Les avant-projets constitutionnels ne nous laissent pas sans inquiétude. Demain, tous les « oui » ne comporteront pas une renonciation délibérée à l'indépendance et tous les « non » ne traduiront pas une volonté de rupture complète. Il exprime, avec une lucidité rare, les ambivalences du colonialisme triomphant. Il y a là une possibilité de malentendu, aussi grave dans l'un ou l'autre cas. Le gouvernement du Sénégal ne se prononcera que lorsqu'il aura connaissance du texte définitif. Moment solennel, moment historique. Son discours est immédiatement suivi par la réponse lapidaire du général de Gaulle. S'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Un geste de défi qui, nous en sommes certains aujourd'hui, a galvanisé la jeunesse africaine plus qu'il n'a effrayé les cœurs. Le témoignage de Mamadou Dia lui-même donne encore plus de relief à la stature de Valdiodio. L'homme exerçait sur moi une certaine séduction à laquelle m'obligeait sa parfaite droiture, sa désinvolture de collégien, son courage, un franc-parler qui n'était en rien l'expression de la moindre méchanceté. Et, par-dessus tout, cette connaissance pointilleuse de tous les dossiers. C'est l'image d'un homme élégant et humble, sûr de lui sans arrogance, maîtrisant chaque dossier comme si c'était le sien, et le sien comme celui de chacun de ses collègues. C'est ce mélange rare de rigueur et de poésie, de retenue et d'autorité morale, qui fait de lui un leader discret mais magnétique, dont la lumière illumine chaque conseil des ministres, même dans l'ombre. L'histoire ne s'arrête pas à la sphère nationale. Le 15 mai 1960, Valdiodio ajoute une nouvelle page à sa carrière locale, il est élu maire de Kaolack. Dans cette fonction, il devient un piliériste du développement urbain, des échanges internationaux et de la modernisation. En tant que maire, il préside la Fédération des villes jumelées, établissant des alliances inédites avec Narbonne, France, Aoste, Italie, Gelsenkirchen, Allemagne, Haïfa, Israël, et Le Locle, Suisse. Ces jumelages ne sont pas de simples titres, ils ouvrent des portes, permettent des partenariats techniques, des échanges culturels, et entraînent des projets concrets. Routes, bâtiments administratifs, éclairage urbain. Kaolack se transforme. Grâce à sa vision, la ville devient un laboratoire de modernité, un modèle de développement local, où l'Afrique indépendante apprend à se construire pas à pas, pierre après pierre. Il est également l'un des artisans de la réforme administrative qui abolit les pouvoirs féodaux traditionnels. Ce geste prend une résonance particulière quand on se souvient que lui-même est issu d'une famille princière. Il choisit la rupture avec l'archaïsme, l'avènement d'un État démocratique et rationnel. Après avoir préparé Kaolack à devenir une ville moderne, après avoir incarné la cohérence entre local et national, entre tradition et modernité, Valdiodio Ndiaye est nommé ministre des Finances en novembre 1962. Cette nomination arrive un mois seulement avant une crise politique majeure, en décembre 1962, qui marquera tragiquement la fin de sa carrière politique ascendante, mais cela, c'est une autre histoire, celle de la trahison, de l'isolement et du silence forcé. Sous le régime parlementaire de type 4e République, instauré au Sénégal à l'aube de l'indépendance, le pouvoir est réparti entre deux pôles puissants. Mamadou Dia, en tant que président du Conseil, détient la main sur la politique intérieure et économique, tandis que Léopold Sédar Senghor, président de la République, s'occupe de la politique étrangère. Ce partage des rôles, imaginé comme complémentaire, devient progressivement source de tension. Le cœur du conflit n'est pas une querelle de personnes, mais une divergence profonde sur la politique économique à adopter et sur la manière de traiter les députés affairistes au sein du parti au pouvoir. Ces députés avaient bénéficié d'avantages contraires à l'éthique, augmentation de salaires injustifiés, crédits bancaires non remboursés, participation dans des sociétés, souvent par l'intermédiaire de leurs proches. Pour Mamadou Dia, un homme rigoureux, cela constituait une trahison flagrante de la ligne progressiste du parti. Il exige à plusieurs reprises le remboursement des crédits et la restitution des parts. Mais ces demandes restent sans réponse, cristallisant un ressentiment latent. Le 8 décembre 1962, dans une allocution marquante à Dakar sur « la politique de développement et les diverses voies africaines du socialisme », Mamadou Dia expose clairement sa vision, il prône un « rejet révolutionnaire des anciennes structures », une mutation complète pour former une société libre et une économie de développement, en rupture avec les fondations coloniales, dont l'économie arachidière. Cette déclaration,
empreinte de souverainisme et d'idéal panafricain, heurte les intérêts français et inquiète fortement les marabouts liés à l'arachide. Face à cette radicalité, Senghor sollicite son camp parlementaire pour déposer une motion de censure contre le gouvernement. Dia, voyant cette manœuvre comme illégitime, tente de la bloquer. Le 17 décembre, il fait évacuer l'Assemblée nationale, bloque l'accès à la Chambre avec la gendarmerie, imposant la primauté du Conseil national du parti. Malgré cette manœuvre, la motion est finalement adoptée, dans l'après-midi, au domicile du président de l'Assemblée, Lamine Gueye. Le dialogue politique faillit devenir déchirure institutionnelle. Le lendemain, une page tragique de l'histoire sénégalaise s'ouvre. Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye, accompagnés de 3 autres ministres Ibrahima Sarr, Joseph Mbey et Alioune Tall, sont arrêtés par un détachement de paracommandos. Sans acte de violence, mais dans une atmosphère de haute tension, ils sont emmenés en détention. Entre le 9 et le 13 mai 1963, le procès se tient devant la Haute Cour de justice du Sénégal. L'ironie tragique est que le procureur général ne requiert aucune peine. Pourtant, les verdicts tombent, Dia est condamné à la prison à perpétuité, tandis que Valdiodio Ndiaye et les autres ministres écopent de 20 ans de réclusion. Les peines sont disproportionnées, choquantes, et incarnent une volonté de purge politique. Ils sont envoyés au centre spécial de détention de Kédougou, dans l'est du Sénégal. Bien plus tard, dans son autobiographie de 2010, l'ancien procureur général, Ousmane Camara, révélera les rouages de cette mascarade judiciaire. La haute cour fut formée de députés ayant voté la motion de censure, déjà disposés à condamner. La justice, écrit-il, n'a été qu'une couverture légale pour une exécution politique programmée. Pendant des années, leur sort suscite l'inquiétude de figures de réputation mondiale, Jean-Paul Sartre, le pape Jean Exit ou encore François Mitterrand réclament leur libération. Malgré ces appels et la pression morale, Senghor reste sourd aux appels jusqu'en 1974. Ce n'est que le 27 mars 1974 qu'il décide de les gracier. L'amnistie effective arrive en avril 1976, juste un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Parmi leurs avocats lors de cette épreuve, on note des personnalités de premier plan, Abdoulaye Wade, futur président, et Robert Badinter, qui défend personnellement Valdiodio Ndiaye. Cette période renforce la dimension symbolique du procès, ce n'est pas seulement un affrontement politique, mais une déchirure dans le cœur idéologique d'un État en formation. Cet épisode dramatique reste aujourd'hui une des pages les plus troublantes de l'histoire sénégalaise. Dans un pays réputé comme modèle de démocratie post-coloniale, le procès de Dia et la condamnation de Ndiaye interrogent encore, qu'est-ce qui a poussé le pouvoir à éliminer l'un de ses artisans? Pourquoi le rêve panafricain et social a-t-il été broyé dans les rouages naissants d'un État souverain? Pour Valdiodio Ndiaye, le silence dure 12 ans. À l'ombre des barreaux, il incarne la dignité trahie, la cause éclairée étouffée par les compromis. Ce que l'on tentera d'effacer par la force, l'histoire finira par le rappeler. Un homme droit, coupé des honneurs, mais élevé dans sa fidélité aux idéaux de justice sociale et d'émancipation africaine. Après une interminable décennie derrière les barreaux, le jour de sa libération en 1974 marque une césure silencieuse dans l'histoire de Valdiodio Ndiaye. Enfin libre, il ne cherche ni vengeance ni gloire. Il reprend sa vie là où il l'avait brusquement laissée, il retourne à son métier d'avocat à Dakar. Dans un cabinet empreint de gravité, au cœur de la capitale sénégalaise, il redevient le défenseur des causes justes, celui dont la robe noire, pendant trop longtemps, a été remplacée par les barreaux du silence. Pourtant, cet homme profondément lucide sait que l'avenir politique de son pays est encore fragile, que les idéaux qui l'ont animé n'ont pas été enterrés avec lui. Il ressent le besoin de se réinscrire dans le mouvement politique national, un besoin de bâtir, non de s'opposer. En 1981, il répond à cet appel avec force et conviction. Il participe à la fondation du Mouvement démocratique populaire, MDP, aux côtés de Mamadou Dia, l'allié politique et le compagnon de lutte de toujours. Ensemble, ils imaginent un projet politique renouvelé, profond, orienté vers la justice sociale, l'indépendance économique et l'égalité réelle. Mais la longue absence politique de Valdiodio et peut-être l'usure des esprits transforme bientôt ce rêve en désillusion. En 1983, il décide de quitter le MDP. Il rejoint le Parti socialiste, PS,
l'appareil gouvernant à cette époque, et devient un soutien de Abdou Diouf dans l'élection présidentielle de la même année. Ce choix tactique peut surprendre, mais il révèle un homme pragmatique, un homme conscient que certains combats se livrent de l'intérieur du système, plutôt que dans la marge. La trajectoire de Valdiodio Ndiaye touche à sa fin. Le 5 mai 1984, il s'éteint à l'hôpital principal de Dakar. Son corps repose à Kaolack, la ville qu'il a tant aimée et qu'il a portée vers la modernité lorsqu'il en fut le maire. L'une de ses dernières victoires concrètes reste sa contribution à la métamorphose de la cité, routes, éclairage, infrastructures et institutions d'un État républicain immergé dans chaque ruelle de Kaolack. Sa vie, profondément politique et pourtant humble, s'éteint dans la dignité, sans revirement spectaculaire. Il disparaît comme il a vécu, avec réserve, noblesse et fidélité à ses convictions. Les décennies passent, et bien des noms s'effacent. Mais l'histoire, fidèle à elle-même, finit par rendre justice. Plusieurs hommages posthumes commencent à émerger, petites balises de mémoire dans le temps. Un grand lycée de Kaolack porte aujourd'hui son nom, gardien discret mais vibrant de son empreinte sur l'éducation et la jeunesse. Derrière les grandes figures, souvent, une autre vie s'écrit en silence. Son épouse, Clairon Rosa, rencontrée à Montpellier, a partagé sa vie et ses combats. Elle lui a donné 4 enfants, l'a soutenu dans l'adversité, et a porté son souvenir après sa disparition. Elle disparaît à son tour le 25 janvier 2019 à Dakar, à l'âge de 96 ans. Son engagement lui vaut un honneur posthume, déjà chevalier, elle est élevée à titre posthume au rang de commandeur de l'Ordre national du Lion, par le président Macky Sall. Hommage à une femme dont la loyauté et la discrétion ont incarné l'âme de la mémoire familiale, celle que l'histoire parfois oublie, mais que les gestes officiels réhabilitent. Le parcours de Valdiodio Ndiaye se clôt sur cette délicatesse historique, un homme de principe, discret et courageux, oublié puis redécouvert, honorable sans excès, visionnaire sans éclat médiatique. Sa vie est la parfaite illustration du héros silencieux, dont les combats étaient faits de regards francs, de mots pesés et d'actions solidement ancrées. Aujourd'hui, son nom résonne dans les rues de Kaolack, dans les mémoires de ceux qui l'ont connu, et dans les cœurs de tous ceux qui découvrent son histoire. Ce que la politique a voulu effacer, l'histoire l'a inscrit pour toujours. Si cette vidéo vous a permis de découvrir un fragment méconnu de l'histoire du Sénégal, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager autour de vous. Parce que des hommes comme Valdiodio Ndiaye ne doivent jamais sombrer dans l'oubli. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout n'oubliez pas, demain c'est loin, et le futur, c'est la seconde d'après.